L'avenue Paulista était déserte, à l'exception de quelques voitures roulant lentement et du lointain son des sirènes de police. Oscar, vêtu de vêtements sombres et d'un blouson de cuir, marchait rapidement sur le trottoir, éclairé par les lumières des bâtiments et des lampadaires. L'air était plus froid que d'habitude, et le bruit de ses bottes résonnait dans l'avenue. L'odeur de l'asphalte et des arbres le long du trottoir se mélangeait à celle des cafés et des restaurants fermés, créant une sensation de solitude au cœur de la ville animée. Il s'arrêta brusquement en entendant un murmure provenant d'un ruisseau étroit, presque imperceptible sous le bruit du vent. La voix était douce, mais elle avait une clarté inhabituelle, comme si elle parlait directement dans son esprit. Sans hésiter, Oscar se dirigea vers le son. Ses pas s'accélérèrent tandis que le murmure se transformait en mots fragmentés sur des temps anciens et des vérités oubliées. En atteignant le coin de la rue, il ne trouva qu'un mur de briques usées et une affiche collée de manière précaire annonçant une conférence sur les phénomènes acoustiques anormaux au musée d'histoire naturelle. La date indiquée était pour cette même nuit. Au musée, des salles remplies d'artefacts poussiéreux et de vieilles cartes servaient de décor au rassemblement de scientifiques et de mystiques. Une femme aux cheveux gris et aux lunettes rondes, le docteur Arya Fox, discutait avec Ratim, un homme portant un turban bleu, sur la nature du son qui résonnait dans la ville. « Ce n'est pas un phénomène naturel », dit-elle, en montrant des graphiques qui montraient des schémas de fréquences impossibles. Il est partout et nulle part, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Ratim secoua la tête. Vous décomposez le mystère en atomes, mais vous ignorez l'évidence. C'est un appel. Quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer au-delà des règles que nous connaissons. Pendant qu'il débattait, Oscar resta dans l'ombre, observant un groupe d'étudiants examinant un étrange appareil métallique trouvé dans le fleuve Hudson. L'objet, rongé par l'eau, émettait un faible bourdonnement qui semblait se synchroniser avec les récits de la voix. Un des étudiants, en le touchant, s'évanouit soudainement, murmurant des phrases dans des langues inconnues. Le lendemain matin, sur un marché local animé, entre des étals remplis de fruits frais et de tissus colorés, Véronica trouva une paire de lunettes de lecture avec des verres simples et une monture en métal légèrement tordue. Elles semblaient avoir été utilisées par de nombreuses personnes au fil du temps, mais elles avaient quelque chose de familier. Elle les mit et sa vue devint instantanément plus claire, comme si elle retournait à un endroit qu'elle connaissait déjà. Les couleurs du marché s'intensifièrent et des détails auparavant ignorés, comme les veines d'une feuille de bananier ou les motifs fanés d'un châle, se détachèrent avec une précision effrayante. En s'approchant d'un étal de livres anciens, un vieux volume ouvert sur la table présentait une illustration d'une figure humaine avec des ondes sonores émanant de sa bouche, connectées à des sphères célestes. La légende en latin disait « Celui qui entend l'éternité n'appartient plus à son temps ». Véronica sentit un frisson, comme si le livre l'avait choisi, et le rangea dans son sac, ignorant le regard inquiet du vendeur. Au crépuscule, Oscar et Véronica se croisèrent sans le savoir. Ils se rendaient à une station de métro abandonnée, où des témoins racontaient avoir entendu le son avec plus d'intensité, tandis qu'elle, guidée par une intuition soudaine, se dirigeait vers le même endroit. Sur les murs de la station, des graffitis à moitié effacés formaient des symboles qui, à travers les lunettes, semblaient vibrer en synchronisation avec le bourdonnement de l'appareil du musée. Sur l'une des plateformes, un homme en costume noir et gants recueillait des échantillons d'un liquide argenté qui s'écoulait sur les murs. En remarquant Véronica, il murmura quelque chose dans un talkie-walkie et disparut par un passage latéral. Oscar, quant à lui, trouva un journal dans un sac à dos abandonné. Ses pages étaient remplies de notes sur des expériences avec des ondes sonores et des références à une fracture temporelle à New York. Les dernières lignes étaient griffonnées avec urgence. Ils, une entité quelconque, ne veulent pas que nous le sachions, mais la voix est la clé. Elle ne vieillit pas parce qu'elle n'existe pas dans notre temps. Alors que la nuit tombait, la ville semblait respirer différemment. Les feux de signalisation clignotaient à intervalles irréguliers et le son des trains lointains se mélangeait à des voix murmurées dans des langues mortes. Dans un appartement au 12e étage d'un immeuble sans nom, Ratim et le Dr Fox affrontèrent l'homme en costume noir, révélé comme un agent d'une organisation qui surveillait le son depuis des décennies. « Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne comprenez pas », dit Ratim, tenant un fragment de l'appareil du fleuve Hudson. « Ce n'est pas de la technologie, c'est une blessure. Une force quelconque a déchiré la membrane entre les temps et la voix et le sang qui coule. » Le Dr Fox, cependant, resta sceptique. « Si c'est vrai, alors écouter est aussi dangereux que d'ignorer. Comment décidons-nous qui mérite de savoir ?» La question planait dans l'air sans réponse, tandis que, de l'autre côté de la ville, Véronica et Oscar, chacun à des extrémités opposées, mettaient leurs lunettes et ouvraient le livre et le journal simultanément. Les mots écrits reprirent vie,
se transformant en coordonnées qui pointaient vers une seule rue à New York, la même où, des siècles auparavant, un poète anonyme avait écrit que le temps est une rivière qui coule à l'intérieur. L'agent en costume noir ajusta ses lunettes noires tout en observant les écrans de la Times Square. Les lumières clignotantes projetaient des ombres déformées sur son visage, mais ses yeux restaient fixés sur un point, une vidéo amateur qui devenait virale sur les réseaux sociaux. On y voyait un groupe d'adolescents se filmer dans le métro, riant jusqu'à ce qu'un d'eux se fige soudainement les yeux grands ouverts. « Vous n'entendez pas » demanda-t-il avant de s'évanouir. L'audio amplifié révéla un faible bourdonnement, semblable à celui de l'appareil du fleuve Hudson. L'agent toucha son casque. « Ils se répandent. Interceptez toute mention de voix ou de fracture. » Pendant ce temps, Veronica marchait sur le pont de Brooklyn, un vieux livre sous le bras. Les lunettes, désormais fixées sur son visage, faisaient scintiller les lumières de la ville comme des bougies au vent. Les pages du journal qu'Oscar avait trouvé commencèrent à se superposer dans son esprit, comme si les mots dialoguaient entre eux. Elle s'arrêta en voyant un homme pieds nus assis sur le trottoir, dessinant des symboles identiques à ceux du métro abandonné, avec un morceau de charbon. « Vous les voyez aussi » demanda-t-il sans lever les yeux. « Ils ne sont pas d'ici. Ce sont les marques de ceux qui ont essayé de revenir. » Avant que Veronica puisse répondre, une camionnette noire s'arrêta brusquement et deux hommes en costume traînèrent l'homme à l'intérieur du véhicule. Le dessin sur le trottoir, cependant, resta, une spirale parfaite pointant vers le fleuve et, de son côté, Oscar suivait les coordonnées du journal jusqu'à un entrepôt à Staten Island. Le bâtiment, apparemment abandonné, émettait une lumière bleutée par les fenêtres brisées. À l'intérieur, des radios anciennes étaient connectées à des tubes à essai contenant le même liquide argenté que dans le métro. Un magnétophone répétait en boucle « La voix n'est pas un son, c'est un souvenir. Et les souvenirs ne meurent pas, ils attendent simplement. » En touchant l'un des tubes, des images fragmentées envahirent son esprit. Une femme en costume du 19e siècle murmurant dans un phonographe, un scientifique de la guerre froide détruisant des notes, Ratim dans une pièce remplie de montres arrêtées. Lorsqu'il tenta de sortir, il trouva l'agent en costume noir bloquant la porte. « Vous ne devriez pas être ici, » dit l'homme en tenant un flacon vide. « Ce n'est pas un jeu. Chaque fois que quelqu'un entend la fracture, elle s'élargit. » Ce soir-là, le musée d'histoire naturelle fut envahi. Les caméras de sécurité montrèrent Ratim et le Dr Fox voler l'appareil du fleuve Hudson, mais les images étaient déformées, comme si le temps avait oscillé pendant l'action. Dans une salle secrète à l'arrière, ils connectèrent l'objet à un ancien ordinateur, utilisant des algorithmes basés sur les schémas du journal. L'écran clignota, révélant une ligne temporelle non linéaire avec des événements historiques superposés et un point rouge clignotant sur New York. « C'est ici », dit Arya, en pointant la date actuelle. La voix converge vers ce moment. Mais pourquoi ? Ratim, cependant, avait déjà disparu, ne laissant qu'un billet. Elle ne veut pas être entendue. Elle veut être rappelée. Pendant ce temps, poussés par une force invisible, Veronica et Oscar se dirigèrent vers la même gare du Queens. Les rails rouillés vibraient d'une énergie étrange. En plaçant les lunettes et le journal côte à côte, les symboles du marché, du métro et de l'entrepôt s'alignèrent, formant une phrase en araméen ancien. Ceux qui recherchent la vérité doivent d'abord se perdre en elle. Avant qu'ils puissent déchiffrer le sens, une onde sonore les frappa non par les oreilles, mais par la peau, comme si l'air était devenu liquide. Pendant un bref instant, ils virent une figure translucide au centre de la plateforme, les lèvres se déplaçant en synchronisation avec toutes les voix qu'ils avaient déjà entendues, tous les mots qui avaient déjà été murmurés dans la ville. Elle n'avait pas de visage, seulement un vide là où les yeux auraient dû être, mais ses mains tenaient un miroir qui reflétait, non Oscar ou Veronica, mais des versions d'eux-mêmes à d'autres époques. Un navigateur du XVIIIe siècle, une physicienne de la guerre froide, un garçon dans une bibliothèque future. La voix, enfin claire, dit simplement « Vous êtes l'écho. Je suis ce qui reste. » L'écho de la voix s'est propagé, comme une vague qui ne cessait de se répéter à plusieurs niveaux du temps. Oscar et Veronica, encore sous le choc de la vision, se sentirent entraînés dans un flux qui n'était pas physique, mais temporel. Le monde autour d'eux s'effondra en fragments. Des rues qui n'existaient plus, des voix qui avaient déjà parlé il y a des siècles, et des scènes qui semblaient appartenir à un futur lointain. Au milieu de la confusion, ils réalisèrent qu'ils étaient connectés à quelque chose de plus grand, un réseau de souvenirs, de secrets et de possibilités qui transcendaient le temps. Pendant ce temps, au centre de la ville, les lunettes de Veronica brillèrent d'une faible lumière, comme si elle réagissait à quelque chose d'invisible. Elle entendit à nouveau le murmure,
Mais maintenant il ne provenait pas de l'extérieur, il était en elle, dans son cœur, dans son esprit. C'était une voix ancienne, mais aussi nouvelle, comme si elle avait attendu quelqu'un pour l'entendre. Au même instant, Oscar sentit le journal vibrer dans ses mains, les pages se déplaçant seules, comme s'il voulait lui raconter quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier. En fin de compte, il ne restait que la question, qu'est-ce que signifie être l'écho? Être rappelé ou être oublié? Oscar et Véronica, conscients désormais de leur connexion à la fracture temporelle, comprirent qu'ils ne pouvaient pas revenir à ce qu'ils étaient auparavant. Ils avaient entendu la voix, et avec cela, ils étaient devenus partie intégrante de ce qu'elle représentait. La ville continua à battre, mais désormais, pour eux, tout avait un nouveau sens et peut-être, pour toujours.